Bonjour, c'est Léa Hirschfeld, je suis la créatrice du podcast Décalé et aujourd'hui je suis dans le métro pour retrouver Penda Bourrier qui est en charge de l'engagement aidant à la Massif. On se retrouve pour prendre le train pour Marseille. Je m'appelle Penda Bourrier, je m'occupe des aidants, de cette thématique et de la mise en œuvre de tous les projets qui concernent les danses depuis bientôt 12 ans. J'accompagne toutes les équipes de l'agenda mutualiste national et territorial pour mettre en place des projets qui visent à accompagner les aidants et les jeunes aidants depuis peu. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'interroger les jeunes pour faire un projet qui soit fait par les jeunes, pour les jeunes, puisque vraiment l'accompagnement par les pairs est celui qui est le plus efficace. Marseille. On est là pour discuter avec des jeunes aidants de leur quotidien. En 2023, à l'occasion de la 14e journée nationale des aidants, la Massif avait choisi de mettre en lumière cette catégorie impensée de la population en publiant l'enquête « Les danses des jeunes de 16 à 25 ans » menée en collaboration avec le Crédoc auprès de 3000 personnes, avec pour objectif d'apporter des solutions concrètes à leurs défis. L'orientation de nos politiques publiques vers une société inclusive, faire sortir des institutions des situations de dépendance liées à des maladies ou des handicaps, fait reporter une grande charge sur les familles. On compense aujourd'hui en créant des politiques d'aide aux aidants adultes, aménagement d'horaires, répit, aide financière, aide à la personne, mais on se rend bien compte qu'elles ne sont pas adaptées aux jeunes. Et pour cause, encore plus qu'un adulte, un mineur ne devrait pas voir ses horaires aménagés pour pouvoir aider. Il devrait exister des solutions pour qu'il ait le choix d'être là ou non. Son avenir est en jeu. Plus d'1 million de moins de 25 ans en France sont concernés. Cette aide peut prendre la forme d'une aide financière, d'un soutien moral ou la réalisation de certaines tâches du quotidien comme les soins, la veille ou la sécurisation, autrement dit être là, aide à la mobilité, la réalisation ou suivi des soins médicaux. Les aides les plus fréquemment apportées sont le ménage et la préparation des repas. Toutes ces tâches sont les plus faciles à quantifier, mais certaines le sont moins. Dans une famille qui vit la maladie ou le handicap, tout le monde est mis à contribution. Jeunes aidants, c'est le nom qu'on leur donne. Problème, 6 jeunes sur 10 n'ont jamais entendu le mot aidant, et 4 aidants sur 10 ne savent pas que ce terme existe non plus. Que les jeunes concernés s'identifient, c'est le premier grand défi pour pouvoir les accompagner. Je vais vous donner quelques chiffres pour mesurer ce que ça veut dire d'être jeune aidant. Un tiers des jeunes interrogés estiment être en moins bonne santé que les jeunes de leur âge. Ils sont épuisés physiquement, moralement, surmenés. Ils témoignent de problèmes de sommeil, de variations importantes de poids, de douleurs en lien avec l'aide apportée comme le mal de dos. Ces jeunes sont sujets à la consommation d'alcool et aux stupéfiants, à la mise en danger, à la dépression, aux troubles du comportement alimentaire. Deuxième chiffre. Un quart des jeunes encore scolarisés ou en études témoignent d'un décrochage scolaire à cause du surmenage ou pour pouvoir participer financièrement au foyer. Un aidant sur 2 vit avec la personne qui l'aide, ça suppose une grande disponibilité des jeunes aidants auprès de leurs proches. La fréquence de l'aide varie en fonction de la situation du jeune, et ceux au chômage sont les plus mobilisés. Alors pour l'instant, il est difficile de déterminer si les jeunes aidants se mobilisent autant parce qu'ils sont au chômage et donc plus disponibles que les jeunes aidants actifs, ou s'ils ne parviennent pas à occuper un emploi parce que justement, ils sont mobilisés par la relation d'aide. C'est un peu comme un piège qui se referme. Dernier point. Dans plus d'un tiers des cas, les jeunes ne bénéficient d'aucun accompagnement financier ou humain pour répondre à leurs besoins et à ceux de la personne qu'ils aident. Lorsqu'il y en a, les aides sont utiles mais insuffisantes pour couvrir l'ensemble des besoins lorsque la personne aidée en bénéficie. Alors on se demande, mais pourquoi ? La méconnaissance. 68% des jeunes souhaitent voir leur réalité mieux représentée dans la sphère publique. Le sujet est encore tabou, les jeunes peinent à connaître les aides disponibles et à mettre des mots sur leur situation. La majorité confie ne jamais en avoir parlé à un proche. Ni ami, ni famille. Je m'appelle Vincent Jonot, je suis responsable de l'écosystème et de l'innovation dans un tiers-lieu à Rennes, où on accompagne des projets et où on crée des communautés, où on fait avancer des projets de transition. Aujourd'hui, je suis là avec la Massif pour organiser un atelier autour de la situation des jeunes aidants.
Donc un atelier qu'on a co-construit avec l'Écloseur et la Massif. L'Écloseur, c'est là où je travaille, à Rennes. L'idée de l'atelier, ça va être d'accueillir un groupe d'une quinzaine de jeunes qui ne sont pas forcément tous jeunes aidants, mais gravitent autour de la thématique, et de les faire travailler sur un scénario, alors j'allais dire scénario fictif, mais qui est en fait tiré d'une étude qui a été menée par le Crédoc et la Massif. On a pris un personnage qui s'appelle Camille, volontairement, pour qu'il soit non-genré. Et les jeunes vont être amenés à travailler sur le cas de Camille, qui n'est pas un cas facile, de travailler sur son quotidien, de faire ressortir un peu ses émotions, de travailler sur ses problèmes et de tirer le fil à partir des problèmes que Camille peut rencontrer, de voir quelles solutions on peut lui apporter. Et donc l'idée de l'atelier, c'est évidemment via Camille que les jeunes aidants, que les jeunes présents soient en capacité de parler de leurs émotions, de leur quotidien, de leurs difficultés, des solutions. Et pour nous, à l'Écloseur et la Massif, c'est de regarder ce qui se passe sur le terrain. Voilà, Marseille, c'est le premier atelier, mais il y aura d'autres ateliers dans d'autres villes. Et l'objectif final de tout ça, ce sera de travailler à un moyen d'aider les jeunes aidants, un moyen construit, organisé pour leur faciliter la vie surtout. Donc aujourd'hui, remontée terrain, meilleure compréhension de ce qui se passe pour les jeunes, dans l'idée après de les aider. Et c'est Charlie, présidente de la famille Fédération Aix-Marseille Interasso, qui a le mieux résumé cette rencontre. Je m'appelle Charlie Allard, j'ai 25 ans. Je ne suis pas aidante, moi, mais c'est un terme que je connais bien parce que je suis étudiante en orthophonie. Et donc, domaine de la santé, je côtoie énormément d'aidants au quotidien, c'est-à-dire absolument toutes les familles qui entrent dans le cabinet, et beaucoup de jeunes, en fait, parce qu'il y a plein de situations où on a la petite sœur avec la grande sœur ou ce genre de choses. L'atelier, donc le jeu qui a été développé, moi j'étais dans le groupe des relations. Et ça a été ultra intéressant en fait simplement de réfléchir sur toute la démarche, de centrer sur la personne, de partir de l'émotion, où ça a été un travail déjà là intéressant parce qu'en fait on se rend compte qu'on n'y met pas tous les mêmes interprétations, des fois des doubles sens, à se dire moi la fierté je l'avais vue comme ça et toi comme ça. Donc ça a pu aussi être dans la confrontation, on a souvent ce truc de quoi, mais moi je pense pas ça. J'ai appris des termes je pense aussi un peu plus spécifiques, apprendre à catégoriser déjà en fait qu'est-ce qu'un étudiant aidant, même si j'en avais quand même moi une définition... une bonne définition, une bonne approche. Mais je pense que pour moi, là, ce soir, c'est aussi surtout l'occasion d'avoir pris des contacts enfin, mon association, en tout cas, ça va être notre objectif de diffuser là, l'information, parce qu'on a ce moyen quand même d'action cool à la famille, qui est qu'on est en contact avec une quarantaine d'associations étudiantes qui sont adhérentes à nous. Et en tant que présidente de la famille et en fait bénévole famille tout court, le sujet des aidants, c'est une situation qu'on rencontre énormément dans le monde étudiant. Donc voilà, c'est plus une ouverture. Là, on est en train d'ouvrir une brèche sur laquelle je pense on va pouvoir emmener quand même pas mal de monde. Conclusion, le premier chantier, c'est l'information. Charlie le dit très bien, les canaux de diffusion et d'information sont indispensables pour révéler des situations et créer du lien. Et même là, c'est un défi. En étant bien connecté à Marseille, on a eu trop peu d'aidants. Mais c'est aussi un point positif. Le sujet parle même à ceux qui ne sont pas concernés. Ça, c'est une victoire. Allez, direction Rennes, c'est là qu'on est entré dans le vif du sujet. Témoignage. Moi, je m'appelle Ambrosia et j'ai 20 ans. J'ai connu cet atelier par le biais de... J'ai oublié son prénom, je suis une bille pour les retenir. Mais en fait, on m'a envoyé un message en me disant je suis allée à la conférence Nos Futurs à Rennes, je t'ai vu témoigner en fait et ça m'a intéressée. Est-ce que tu serais intéressée par venir à notre atelier Donc elle m'a un peu expliqué, etc. Ça m'a tout de suite plu puisque de toute façon, je suis dans une association qui aide des personnes qui ont été placées ou qui vont l'être. Et on est en pair aidance, en fait, tous. Du coup, je suis aidante. J'ai été aidante envers mes parents biologiques puisque mon père, il avait il l'a toujours d'ailleurs, des tendances psychopathiques. C'est-à-dire que par exemple, s'il est en colère, il va vraiment fracasser quelque chose parce que c'est trop de colère et du coup, il ne sait pas gérer. Et en fait, c'est les sentiments qui sont pas du tout en adéquation en fait avec ce qu'on ressent. C'est assez ambigu à expliquer. Et du coup, moi, j'ai dû l'aider en quelque sorte parce que j'étais un peu sa stabilité, si je puis dire, puisque mes frères s'entendaient pas du tout avec lui. Et j'étais la seule personne de la famille à accepter de lui parler, à prendre le temps de l'écouter.
Du coup, c'était mon père et mes frères et il y avait ma mère également. Sauf que ma mère, on n'a jamais vraiment su en fait si elle avait une maladie ou autre, mais elle était tout aussi en fait instable mentalement et du coup, c'était un peu moi la maman, puisque c'est moi qui faisais la vaisselle à la maison, c'est moi qui m'occupais de mes petits frères et mes petites sœurs, enfin qui leur donnait à manger. Donc, faut imaginer un peu une enfant qui donne à manger à sa petite sœur à travers les barreaux du lit parce que c'est un peu compliqué. Donc, il y avait 2 grands frères, moi au milieu et mes 2 petites sœurs. Et ensuite, il y a eu un petit frère du côté de ma mère et ensuite d'autres petits frères et sœurs du côté de mon père. Et mon petit frère, donc le deuxième mariage de ma mère, il m'appelait maman, en fait. C'est moi qui l'ai élevé, qui l'emmenait à l'hôpital quand il a bu de la javel, tout ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de se situer là-dedans. Et en fait, on se rend pas compte qu'on est tellement dans une maturité extrême qu'en fait, on oublie d'être enfant. Et des fois, on a des réactions qui sont un peu... disproportionnées. Les adultes, ils comprennent pas toujours. Ils se disent, non, mais elle a pas à dire ça, c'est pas une adulte, elle est pas à sa place. Et en fait, nous, on comprend pas ce que c'est que d'être à sa place d'enfant, puisque finalement, on est considéré comme un adulte depuis qu'on est tout petit. J'ai été placée déjà, moi, hyper tôt, à mes 18 mois. Donc de mes 18 mois à mes 15 ans, j'étais chez la même famille d'accueil. Et c'est elle qui faisait un peu tampon pour essayer de me remettre à cette place d'enfant. Donc pendant les visites, elle m'avait dit tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu peux finalement. Et quand tu es à la maison, t'es une petite fille. Tu as des volontés de petite fille, tu as des jeux de petite fille, tu restes à ta place d'enfant, tu participes pas aux discussions d'adultes, etc. Et en fait, elle a toujours essayé de pousser dans l'extrême, en fait, limite même la famille qu'elle avait. Par exemple, elle faisait exprès de s'en aller carrément de la maison pour se disputer avec son mari, pour que moi-même, je ne participe pas à la discussion et que je me sente pas obligée d'intervenir, en fait. Donc c'est tout plein de petits détails comme ça, mais qui font que l'enfant, il reste à sa place d'enfant et il apprécie, en fait, pas participer aux conflits parentaux. Et en fait, en réfléchissant et en parlant avec les autres personnes qui étaient avec moi, ça m'a rappelé, en fait, un petit peu tout ce qui est... ça fait un peu écho sur beaucoup de choses, sur... je sais pas, on parlait de dépression, on parlait de TCA, d'hyperactivité, de tout ça. Et en fait, je me suis reconnue beaucoup dans les petits schémas. Aller voir un kiné parce que t'as mal au dos, est-ce que tu le fais pas parce que t'as pas l'argent ou est-ce que tu le fais pas parce que t'as pas le temps? Et du coup, c'est 2 problématiques différentes et on peut t'apporter 2 solutions différentes. Et c'est vrai que c'est plein de choses comme ça qui font que cet atelier, je l'ai adoré parce que j'ai vraiment pu essayer de réordonner ma tête avec tout ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune et tout ce qui se passe maintenant et j'arrive un peu mieux, on va dire, à le structurer, donc je trouve ça hyper intéressant. Nous, dans notre groupe, on avait trouvé par exemple la solution de passer par des plateformes en ligne. On avait fait des références à ce qu'on trouve sur TikTok, les vidéos de gens qui disent moi j'ai un TCA, voici quels sont les symptômes, si vous pensez que ça vous concerne, vous pouvez vous faire diagnostiquer, tant. Moi, je suis passée par là aussi, puisque en fait, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, puisque j'avais plus que ça à faire finalement. J'étais un peu une ado en mode téléphone. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait un problème chez moi, que je mangeais trop, que j'étais trop dans l'excès tout le temps. Et en fait, quand j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de gens à qui ça arrivait et que c'était pas si... Enfin, c'est pas comment dire, c'est pas une tare que d'être malade et c'est pas une tare que de se l'avouer. Et j'ai pu prendre conscience que moi-même j'avais des difficultés et qu'il fallait que je m'aide. J'ai pu contacter des gens pour qu'ils m'aident à me sortir de mon TCA, en parler avec ma famille d'accueil, lui dire voilà, je pense que je fais de la boulimie, est-ce que tu peux m'emmener voir un médecin qu'on juge quoi. Et elle m'avait dit mais j'ai pas besoin d'aller voir un médecin pour voir que tu fais de la boulimie, enfin depuis que t'es toute petite tu manges à t'en faire vomir, c'est évident, enfin il y a que toi qui le vois pas. Mais le jour où j'ai pris conscience en fait que je faisais de la boulimie, ça a été le début de la fin de cette maladie de merde, pour rester polie. Parce que c'est par la pérédance en fait finalement, mais c'est à travers les écrans et ça peut être à travers d'autres trucs aussi. Je sais pas, ça peut être à travers des séries télévisées où on prend conscience que l'héroïne elle est, je sais pas, elle est anorexique et elle s'en rend pas forcément compte ou plein d'autres choses comme ça. Ce qui serait intéressant et d'avoir, c'est surtout un peu du même style que les baromètres de violence, je sais pas si tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, si l'élève la voit sur toi, c'est que c'est déjà une forme de violence. Et on pourrait faire ce même style de baromètre-là, mais du coup, pour chaque, par exemple, pour l'addiction à la drogue, pour les TCA, justement, si tu te prives de manger parce que tant... c'est déjà une violence envers toi-même et tu peux appeler tel numéro pour te faire aider ou tu peux contacter telle personne. C'est justement au moment où on accepte
d'être malade que l'on commence à guérir. Un peu comme le diagnostic d'un parent malade, finalement, c'est le jour où on arrive à mettre un mot sur le diagnostic de notre parent, on arrive à dire, par exemple, mon père, il est bipolaire, il est pas fou, on accepte sa maladie et du coup, on l'aide à aller mieux puisque on arrête en fait de se battre contre quelque chose dont on n'y peut rien, finalement. Les mises en relation via les plateformes, tout ça, c'était une solution qu'on avait trouvée par rapport à tout ce qui va être anxiété sociale, troubles du comportement alimentaire ou addiction à beaucoup de choses. On avait trouvé aussi... en fait, c'est des choses qui existent déjà. Par exemple, les mises en relation avec des assistantes sociales pour tout ce qui va être la gestion administrative. Parce qu'on sait à quel point l'administration française, c'est compliqué. Et surtout, quand on est déjà jeune et qu'on n'est pas encore dans la vie active, on a peur, en fait, finalement, de cette administration. Et accepter de voir une assistante sociale pour s'aider, finalement, en fait, psychologiquement, on délègue et on peut se consacrer à autre chose, à aller mieux. Mais ce qu'il faudrait, par contre, c'est pas une assistante sociale qui soit accrochée, par exemple, à l'école. Parce que souvent, quand on va voir l'assistante sociale de l'école, elle ne nous voit que comme l'écolier. Elle ne nous voit pas comme un autre humain, en fait. Alors qu'il faudrait, en fait, avoir une assistante sociale, par exemple, qui soit un peu générale. Et comme ça, quand on va la voir, on lui parle de nos problèmes en général et on n'est pas juste référé à un numéro de dossier tant. C'est pas ça ce que l'on veut, quoi. Sinon, on avait trouvé tout ce qui va être les alcooliques anonymes, les addictions anonymes, je sais pas si ça existe, mais ça pourrait. Et en fait, on a trouvé que des solutions qui existent déjà, je pense, et du coup, c'est possible de les réaliser, peut-être même les améliorer. Comme je l'avais dit tout à l'heure devant tout le monde, je trouve ça intéressant qu'on arrive à se rassembler comme ça. Je trouve qu'on est quand même beaucoup pour quelque chose qui se réfère au social, et c'est rare. Il y avait des aidants, il y avait des non-aidants dans la pièce, et je trouve ça tellement bienveillant en fait de la part des non-aidants de venir donner leur point de vue aussi, parce que c'est tellement rare les personnes qui voient la souffrance qu'il y a chez les aidants. On a tendance à se dire que les aidants sont forts, ils ont tout ce qu'il faut là où il faut. De toute manière, t'es forte, tu peux t'en sortir dans la vie, etc. Non, justement, je m'en sors pas. Et justement, c'est triste que tu me vois comme ça, parce que c'est-à-dire que ma facette est tellement bien faite que t'arrives pas à percevoir en fait que je vais mal et que je sombre peu à peu. Du coup, je trouvais ça intéressant qu'il y ait des personnes qui soient pas aidants finalement dans la pièce et qui voient le véritable nous dans les petites personnes un peu démunies qu'on est. Un point de méthode, si jamais parmi celles et ceux qui écoutent le podcast, il y en a qui ont envie d'entamer des discussions. Nous, la trame de ce qu'on a essayé de travailler, la méthode sur l'outil, c'est que donc on pose un contexte, on discute un peu du contexte. Moi, j'encourage toujours les gens à commencer individuellement et en silence pour pas qu'on se parasite, pour pas qu'on s'empêche de parler. Donc chacun pose un peu sa réalité. Et ensuite, c'est toujours bien de rentrer par les émotions. On peut se faire des cartes émotions comme là on l'a fait ce soir, mais on peut juste raisonner et aller en fonction de ses émotions, où on en est, où chacun en est par rapport à la situation. Et ensuite, une fois qu'on en est là, on peut commencer à discuter de ce qui pose problème. Et c'est là où il faut être très exigeant et savoir prendre le temps de déconstruire les problèmes. Nous, on a une manière de le voir. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est les 5 pourquoi. Alors ça peut prendre la tête des gens à un moment, on n'en peut plus, c'est de se demander toujours 5 fois pourquoi j'ai ce problème-là, pourquoi, quelles sont les raisons et les sous-problèmes qui font que j'ai ce problème-là. Et donc on casse le gros problème en petits problèmes, et ensuite, et seulement ensuite, on peut en arriver aux solutions. Mais un problème qui a été mal posé, mal formulé ou pas assez exploité aboutira toujours à des solutions insatisfaisantes. Donc si nos solutions sont pas satisfaisantes, c'est qu'il faut remonter au problème, qu'on n'a pas été assez radical, qu'on n'est pas retourné à la racine du problème. Vous devinez où je suis ? Ouais, je suis dans le train. Cette fois-ci, je vais à Strasbourg. 4 problématiques ont émergé des rencontres de Marseille et Rennes. Comment contribuer à la prise de conscience collective au sujet de l'aidance ? Comment être influenceur dans la construction d'une filière jeune aidant efficace ? Comment accompagner une montée à l'échelle des projets de père aidance ? Comment permettre aux jeunes aidants d'avoir une vie normale ? Nous répondrons à ces questions après l'échange de Laura et Adèle. Vous allez les entendre en pleine séance de réflexion autour de l'outil créé par l'écloseur et la Massif. Fatigue, jalousie, pression, colère, occupé, émerveillement. Alors je vois pas comment il peut être émerveillé, mais
Waouh, ma mère a des problèmes psychiatriques. Peur, Peur. satisfaction. Ah bon, je suis très satisfait. Le service Souvent, client, l'hôpital psychiatrique est histoire. Alors, génial. on va faire un truc. On choisit d'abord un seul, ok? Celui que Oui. tu penses qui est le plus, on va dire, qui correspond le mieux. Alors Je vais lire c'est le pour moi, titre. c'est anxiété, stress, oui. Bah oui, c'est Pour en moi, fait, c'est pression. pour moi, en fait, quand on voit la situation actuelle, deux parents qui sont alors, défaillants, on va dire, on peut les considérer comme défaillants puisqu'ils n'arrivent pas à faire le rôle de parents. Et quand on doit gérer sa propre vie étudiante, plus gérer ce qui se passe à la maison, plus essayer de gérer les parents, pour moi, ça provoque forcément de l'anxiété et du stress. Et en très grande quantité. Moi, je pense que c'est lié parce qu'en fait, Oui. évidemment, qu'on est la seule parce que moi, j'avais pas de frère et sœurs, hein. Moi, j'étais seule. Donc, tout reposait sur moi. Mais j'imagine que lorsqu'on a encore des enfants dans la maison, donc j'ai une amie à moi, en fait, tout tombe sur elle. Elle a arrêté les études, évidemment, parce que avec son cas, il y avait tout. La maman, grand-mère, grand-père, tout le monde dans la famille qui était malade, le papa qui n'était pas là. Donc vraiment, c'est tout qui reposait sur elle. Donc il y avait la pression d'abord, je trouve, qui a ramené tous les autres. Donc elle est anxieuse, elle est stressée, elle est perdue, elle doit tout faire elle-même et parfois elle sait même pas en fait parce que personne lui dit quoi faire. Et en fait, comme tu as parlé de parents défaillants, je remarque beaucoup que dans ce genre de situation, en fait, le plus grand problème, c'est pas forcément la maladie, c'est qu'en fait, il n'y a pas de parents à la maison, surtout quand on est jeune, en fait. C'est que les enfants, ils doivent grandir eux-mêmes, faire avec, et en fait, ça pousse à, oui, il y a beaucoup de remarques comme, oui, tu es très, très mûr, tu réfléchis beaucoup, mais en fait, c'est une mauvaise chose, parce que quand on Oui. arrive à la fac, par exemple, on est mauvais déjà tellement fatigué, on a tellement de pression, et la vie, elle vient même pas de commencer, en fait. Et deuxièmement, je dirais, il y a aussi la colère et la jalousie parce qu'on se dit, mais Jalousie. oui, parce qu'on se dit, les autres, tout le monde a une vie normale, ils ont des parents et moi, je dois faire tout ça. Je peux même pas sortir avec mes amis parce que je dois m'occuper de mon papa qui est en fauteuil roulant ou quelque chose. Et en fait, il y a quelque part, surtout quand on est dans l'adolescence, en fait, on est tellement en colère. N'importe si on est dans la religion ou pas, mais on se dit qu'en fait, c'est tellement injuste, la vie, la politique, Dieu, tout est injuste, en fait, de se dire que moi, je dois subir ça, alors que d'autres personnes, ils ont juste une vie normale. Je sais pas. Moi, jalousie, pour moi, c'est compliqué parce que je considère que bon, bah, si c'est tombé sur moi, c'est tombé sur moi, quoi. Enfin, je vais pas maintenant dire, ah, bah, les autres, ils devraient dire, au bout d'un moment, la vie, en général, c'est une grande loterie. J'ai vécu dans un milieu où tout le monde avait des problèmes. Un de mes amis, son papa, il a fait une crise cardiaque à 42 ans. Comme le quartier était bloqué parce que il y avait des travaux, bah, l'ambulance a mis 2 heures à trouver l'entrée du bâtiment et il est mort. Ils sont peut-être différents, mais au final, on a tous des problèmes. Et même, j'ai connu des amis qui pourtant vivent dans un cadre de vie où leurs parents sont très riches, qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils ont des fois des problèmes qui sont insoupçonnés et encore plus parce que c'est des gens qui sont dans un milieu où normalement ça s'y prête pas. Moi, j'ai un ami, ses parents sont très riches, mais ils ont le syndrome de Diogène. C'est des tas d'ordures qui vont jusqu'au plafond. Et la maison, elle fait quand même 450 mètres carrés et elle est remplie à ras-bord. Et c'est là que je me suis dit, ben, je peux pas être jaloux parce qu'en fait, comme je ne connais pas la vie des gens, je peux pas savoir s'ils ont des problèmes ou pas parce que même des gens ne pourraient pas du tout soupçonner qu'il y a un problème, au final, ils en ont. Et voilà. Voilà, c'est plus Alors moi, j'ai compliqué. ajouté 3 émotions ici. J'ai mis espoir, puissance, et ensuite j'ai ajouté Après, isolé. frustration. Et je vais expliquer pourquoi, parce qu'en fait, comme j'ai expliqué dans ce genre de milieu, en fait, la personne a soit elle se dit, ok, d'accord, j'ai vécu très mal, il y a rien qui va, mais je vais faire de mon mieux pour m'en sortir, d'accord? Donc il y a de l'espoir. Bah, c'est mon cas, par exemple, je me dis avec les études, je vais pouvoir faire quelque chose de ma vie et peut-être éventuellement aider ma mère, etc. Ou soit il y a des personnes, comme malheureusement des amis qui ont abandonné les études, qui se disent, mais en fait, ma vie, ça vaut tellement rien. En fait, très malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont suicidaires vraiment, qui ont tenté plusieurs fois. C'est pas juste pour dire non, je me sens mal, qui ont tenté de juste se ôter la vie parce qu'ils se disent je suis impuissant, je n'ai pas de vie, j'ai pas d'avenir, il y a rien qui m'attend en fait. Et comme ils sont aussi isolés, il y a pas de cercle social en fait. Il y a pas d'amis. Et même quand Bon, il y en a, en oui, fait, même ils ne quand sont ouais, pas au courant. de Parce ce qui se que passe. généralement, moi je prends mon cas, aucun de mes amis ne sait ce que j'ai pu vivre tout au long de ma vie. Parce que moi j'estime que j'ai pas à me plaindre. Et moi je me suis toujours dit que c'est une passe de la vie, c'est un moment difficile comme tout le monde. Et je suis d'accord avec le fait qu'elle met de l'espoir. Parce que elle et moi, on essaye justement de se sortir du cadre de vie dans lequel on vit.
Moi, depuis que je suis petit, je connais, je dirais pas la misère parce que c'est très fort, mais presque la détresse émotionnelle des gens. Enfin, voilà. Et donc on se dit, oui, de l'espoir. Le problème, c'est que moi, par exemple, contrairement à elle, j'ai une double peine. Moi-même, j'ai des handicaps. J'ai de la dyslexie, la dysorthographie. Et toute ma vie, on m'a dit, mais tu n'y arriveras pas, c'est trop difficile, c'est très compliqué. À ma mère, elle-même qui était déjà malade, oui, votre fils, il a trop de problèmes, il fera pas de grandes études, ça sert à rien de s'acharner. À tel point que le jour où j'ai eu mon bac, les gens, ils étaient étonnés. Non mais c'est-à-dire qu'ils y croyaient tellement pas. Et ça fait quand même mal parce que quand on se dit sa famille n'y croit même plus, toute notre société est construite entre la lecture et l'écriture. Moi, quand j'ai fait mon stage de troisième, j'avais honte d'écrire. Et même à la fac encore, ça arrive. Quand je dis, par exemple, pour moi, c'est difficile de lire des rapports de 14 pages. Oui, non, mais en fait, il faut juste te concentrer, tu vas y arriver. Mais en fait, non, même si je me concentre le plus fort possible, ça va pas marcher. Et en fait, il y a encore une trop grosse méconnaissance des handicaps invisibles. Si je dis à quelqu'un que j'ai un handicap, il me dit, ben non. Parce que physiquement, ça ne se voit pas. Avant, moi, je ne savais pas que j'avais un handicap, et j'en souffrais, et j'en souffre encore plus maintenant que je le sais, parce que on l'invisibilise. Moi, j'ai ajouté du coup la fatigue, comme j'ai expliqué avant. En fait, je trouve que surtout quand on est très jeune, en fait, vu qu'il y a certaines personnes qui traversent tellement de choses. Moi, je me souviens quand j'ai commencé la fac, je m'attendais à que ça se passe bien. En fait, je me disais, ok, c'est bon, j'ai réussi, j'ai eu mon bac, j'ai eu avec mention, ça va, tout va bien et tout. Ma mère, elle est retombée malade. Donc déjà là où il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ensuite, la fac en soi, c'est tellement compliqué. Moi, j'étais dans une licence hyper sélective et en fait, je me rendais compte que en fait, j'étais tellement fatiguée et j'avais tellement de choses à faire à côté juste de l'école et je me suis dit, je voyais des gens qui disaient, ok, ça va, il y a des moments où j'en peux plus de la fac, mais en fait, la vie était normale. C'était pas comme moi où chaque semaine, je me dirais, j'en peux Charge plus. en plus, en Oui, fait. voilà. C'est pas de charge en plus. C'est- Quand ils rentrent à la maison, on va dire, le problème il disparaît. Parce que leur problème, c'est la fac. Mais en fait, nous, on quitte un problème, il faut encore rentrer, il faut encore faire ci, il faut encore faire ça. Par exemple, nous, on n'a pas les moyens de faire le permis de conduire, donc faut se déplacer. Alors moi, je me déplace à vélo, mais sous la pluie, sous la neige, enfin, c'est chiant. D'un moment, c'est fatigant, alors voilà. Et donc, on se dit, ben, il y a une charge en plus. Moi, je dirais, je mettrais aussi tristesse. Parce que, en fait, malgré tout ce qu'on fait, on sait que ça ne change pas grand-chose à la situation, quoi. C'est-à-dire qu'on est là comme béquille, mais en soi, enfin, on supporte le poids, mais de un, c'est pas de le faire normalement, et de deux, comme il y a personne d'autre, il n'y a pas le choix, sinon il y a tout qui s'effondre. D'ailleurs, tu viens me faire penser à quelque chose, c'est en fait la responsabilité parce que lorsqu'on a un certain âge, on est confronté à la vie. Mais autre chose, c'est qu'en fait, à partir de 18 ans, 19 ans, on se dit que bah là, voilà, ça y est, on doit être capable de supporter certaines choses. Parce qu'en fait, quand on est plus jeune, par exemple quand on perd un parent ou il y a quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué que lorsque on est un peu plus âgé. Mais en fait, pour beaucoup de personnes qui ont grandi dans ce genre de milieu, bah en fait, ça ne change pas. C'est-à-dire que à 14 ans, voilà, ou à 19 ans, en fait, ça commence juste à s'empirer. C'est qu'en fait, ils en peuvent plus. Et du coup, ça se tourne vers l'alcool, les addictions. Moi, par exemple, j'ai jamais été addict, mais je sais que je reste beaucoup sur mon téléphone ou je lis beaucoup, tellement j'ai envie d'en sortir. On s'engage tellement dans les voilà, choses. par exemple, moi, ben, du coup, en 2016, j'avais 14 ans, 13-14 ans. Ben, j'ai commencé à faire de l'associative, justement. Mais en fait, je me rends compte maintenant aujourd'hui que c'est encore pire parce que je devais supporter quelque chose déjà à la maison. Mais en fait, j'ai l'impression que ça suffisait pas. Donc, il fallait que j'aide les gens en plus. Et jusqu'à présent, je suis très engagé, je fais énormément de choses. Mais en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est juste pour oublier. Et c'est ce qui me pousse justement à être encore plus fatigué. Donc, ça aggrave tout ce qu'il y a là. Moi, ça me dérange pas. J'aime beaucoup aider les gens. Mais en fait, je me rends compte que je prends jamais de temps pour moi, ni pour ma santé personnelle. Voilà. Oui, littéralement, on s'oublie. Enfin, moi, personnellement, j'arrive à me projeter, mais pas sur des choses personnelles. Je pense que c'est très mauvais ce que je fais, mais tout ce que je pense, tout ce que je veux faire, c'est pas pour moi personnellement. Mais c'est-à-dire même mon projet professionnel, franchement, moi, je veux faire de la politique. De la politique européenne sociale. Je veux faire un métier qui touche au social et qui en même temps me permettrait d'avoir un bon salaire, mais pas pour moi. C'est-à-dire pour aider ma famille à sortir de là où elle est. Je ne me fatiguerai pas autant pour moi personnellement. J'ai une bourse, j'ai 635 €. Je n'utilise que 35 € par mois de ma bourse. Et tout le reste, soit je mets de côté l'argent, sans même savoir pourquoi je le mets de côté,
ou soit c'est pour offrir à ma famille. C'est drôle parce que ma mère, par exemple, elle m'a toujours appris que l'argent, ça vient, ça part. Ça sert à rien de vouloir le garder. Elle me dit, je suis jeune, faut voyager, faut pas penser que à l'avenir. On n'est même pas sûr d'être là demain. Alors, c'est ce qu'elle me dit, mais bon. Alors, ça veut dire que le seul moteur que j'ai, c'est ma famille. Et c'est un problème, quand même. Parce qu'on peut pas baser tout sur sa famille. À un moment, les gens partent. Soit ils décèdent, soit ils font leur propre vie. Moi, je suis le dernier. Donc, je suis le plus petit. Elle est tombée malade quand je suis né, quasiment. Parce que moi, j'ai jamais connu mon père. En fait, il est parti avant ma naissance. Il nous a laissés dans une misère noire et elle est tombée en dépression pendant 20 ans. Ça fait que 2 ans qu'elle remonte à peu près la pente. Ma mère était toute seule avec 3 enfants, avec 950 € par mois. Alors moi, franchement, moi, je suis pas celui qui a porté le plus. C'est plus ma grande sœur et mon grand frère qui étaient là, on faisait les courses, on faisait le ménage. Mais le seul truc qui me gêne le plus, c'est que je l'ai connue toujours malade. Quand je me lève pour aller à l'école en étant petit, je la vois en train de pleurer le matin. Et je sais qu'elle va se coucher à 11h du matin et se lever à 8h du soir. Et que personne n'arrive à l'aider. Et que les seules personnes qui sont là, c'est ses enfants. Parce que la famille, non, c'est son problème. Elle n'avait pas qu'à aller avec ce mec. On lui avait bien dit. Enfin bref, voilà. Et du coup, elle est isolée. Et donc la seule chose, c'est ses enfants. Et il y a personne pour ensuite venir nous soutenir. Donc, c'est ça qui est difficile. D'accepter déjà la souffrance qu'on a vécue. Et de deux, c'est ensuite se dire, c'est le passé. Le passé, c'est le passé, c'est fini. Même si elle est encore aujourd'hui malade. Je pense que je vais te couper un peu, parce que Pardon. j'ai encore des trucs à dire. Non, en fait, Vas-y, on va plaisir. juste retourner sur le jeu parce que On va recentrer le débat. s'il vous plaît. Exactement. Comme au Parlement. Exactement. Recentrons le débat. Exactement. Donc, on parlait tout à l'heure de solutions. Donc, quelque chose qui m'est tout de suite venu en tête, c'est que moi, ce qui m'a aidé beaucoup énormément, c'est l'école, c'est les professeurs. Et donc, pour moi, les solutions, c'est de former soit les assistants à l'école, mais aussi les professeurs, que les élèves puissent aller vers eux et que eux, ils savent où les amener, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Parce que moi, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que vu que ma mère, elle était malade, mon père, etc., il y avait des fois où j'étais absente, mais comme ils savaient, personne me mettait la pression en me disant « Pourquoi tu viens pas à l'école, etc. » Donc ça, déjà, ça enlève un poids qui est énorme. Ensuite, les hôpitaux. Là-bas aussi, j'ai remarqué qu'en fait, on demandait jamais aux enfants comment ils allaient, les assistants sociaux et tout ça. Et je trouve que ça, c'est aussi important de les sensibiliser. Surtout leur dire, écoutez, demandez aux enfants s'ils sont tout seuls, si on peut, voilà. Parce que là, en fait, je sais que dans les hôpitaux, il y a énormément d'enfants qui sont concernés. Ensuite, j'ai mis aussi mettre en place des aides financières ou l'assistance à domicile. En fait, des aides financières, c'est parfois, c'est juste en fait que l'enfant puisse aller au cinéma. Voilà, on parlait tout à l'heure où On en parlait hier, moi de mon enfance, je n'ai jamais vu une salle de cinéma. La première fois où j'ai eu Internet dans ma vie, c'était en 2018. Parce que c'est trop cher, parce que il n'y a pas suffisamment d'aide, et du coup les gens, ils se retrouvent soit bloqués administrativement, parce qu'ils peuvent pas faire les papiers sur Internet, tout doit être fait par Internet. De nos jours, quand on n'a pas Internet, on est complètement coupé du monde. Il y avait aussi l'accès au transport public, des fois c'est trop, même quand il y a des aides, des fois c'est trop cher, même de donner 10 € par mois pour un abonnement tram-train, c'est trop cher. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui fraudent, mais en fait, c'est pas parce que, c'est cool de frauder, c'est parce que vraiment, ils ont pas. Moi aussi, ça m'est arrivé, des moi fois. aussi, Voilà, ça allait pas, quoi. Je veux dire, quand le collège ou le lycée, il est trop loin, alors qu'en plus, il faut payer la cantine parce que comme le lycée est trop loin, on n'a pas le temps de rentrer. Enfin bon. Donc, alors on fraude parce que, voilà, et quand on se fait choper, on se fait choper, tant pis, quoi, voilà, on va pas. Mais c'est encore plus cher parce que. C'est encore plus cher, je peux te dire que je pense que je dois avoir un niveau de paquet d'argent comme ça. Quand je travaillerai, je les payerai, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas d'argent, mais je suis pas fier d'avoir fraudé. Et non, mais c'est vrai, non, mais il faut le dire. Mais moi, j'ai toujours été très reconnaissant des aides, quand même. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal de payer ma dette publique. Mais quand j'aurai de l'argent, parce que là, c'est compliqué, mais voilà. Alors, juste, on va rajouter un truc dans les solutions. Il faudra aussi, je pense, une suivi psychologique. Ah oui. Ça, je pense, c'est le truc qui manque vraiment. Et c'est pour ça, quand j'ai parlé d'assistance à domicile, en fait, c'est surtout une sorte de suivi. Quelqu'un qui vient juste parfois te demander comment ça va, est-ce que dans la vie ça se passe bien, ou carrément voir un spécialiste, parce que des personnes. Moi, j'ai développé énormément de trucs pendant ma jeunesse et l'adolescence. J'ai jamais été suivie, mais je savais que j'avais quelque chose.
mais il y a des personnes que je vise pas du tout, Parle de moi, je tiens à qui le ne sont, préciser. en fait, qui ne sont, et c'est normal, Je mais suis dans le déni, c'est ce qu'elle dit. voilà, Mais- c'est en fait qui sont dans le déni et qui n'arrivent pas à de un accepter, à de deux se rendre compte que bah peut-être il y a quelque chose qui va pas en moi. Et je pense que ce serait pas mal de sensibiliser les médecins traitants, parce qu'en fait eux ils sont vraiment au courant de ce qui se passe. C'est surtout ce qu'on voit le plus. Hein. Voilà. Alors là. Donc ça, je pense que ça pourrait être pas mal. Je trouve que même ça dépend aussi des familles, parce qu'en fait j'ai vu des personnes qui étaient dans des situations comme nous, mais comme la famille était tellement là et que les adultes soutenaient tellement, les enfants, même si c'était évidemment difficile d'avoir des parents qui étaient malades, bah, ils avaient quand même une vie assez stable. C'est la béquille Parce qui est que- béquille. Quoi. Donc ça, je pense que c'est très intéressant parce qu'en Ouais. fait, c'est pas forcément de la part de l'État. Moi, ce qui m'a manqué, évidemment, c'était la famille, c'était aussi... Mon père était en fauteuil roulant, ma mère, elle avait le cancer, donc elle était à l'hôpital. Et le problème, c'est que moi, à 14 ans, je devais m'occuper de mon père qui avait 100 kilos. J'arrivais même pas à le porter et personne venait m'aider. Du coup, en fait, c'était même pas une question que je voulais pas. C'est juste que je me disais, mais comment je vais le porter, en fait? Le mettre dans la salle de bain, genre, À l'aide. vraiment. Et en fait, vraiment, c'est des petits trucs comme ça où je me dis, ça allait, mais en fait, s'il y avait quelqu'un pour s'occuper de ça, bah, ça aurait Et été moi, tellement c'est- plus facile. En fait, dans les lieux publics où on est susceptible de rencontrer des enfants, concrètement, les écoles, les hôpitaux, les Ouais. centres socioculturels, surtout moi, j'ai vécu dans un quartier, et je sais que tous les enfants, bah, quand ils savaient pas quoi faire et qu'il pleuvait, ils allaient dans le centre et ils jouaient à l'intérieur, ils discutaient avec les animateurs et je pense que c'est bien quand il y a des cellules, justement, d'écoute à l'enfance dans ces milieux-là. Et surtout, je pense qu'il faudrait insister sur le fait qu'il faut pas que ça ressemble à quelque chose de formel. Parce que c'est ça qui fait peur aux enfants, en fait. De voir quelqu'un qui est un adulte qui dit bon, il y a des problèmes. Pour la plupart des gens, surtout quand on est issu d'un quartier pauvre, on nous menace à longueur de journée, oui, tu vas finir à la DAS. Et du coup, ça fait peur à tout le monde et ça maintient le silence. Il faut que ce soit bien mieux amené, on va dire, et surtout que ce soit pas formel. Et deuxièmement, tout le monde nous dit oui, c'est une richesse. Moi, je considère pas que c'est une richesse. Je considère que c'est plus un fardeau qu'autre chose. Mais c'est vrai parce que au final, on est très vite mis devant la violence de la vie, en fait. On n'a pas pu avoir une enfance, on va dire, où le ciel est bleu, c'est génial. Je tu vais vois. juste me permettre de couper Oui. parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est seulement une richesse lorsqu'on est passé, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui le suicide, c'est parce qu'en fait, on a l'impression que la vie, en fait, on a eu une vie d'adulte avant d'être adulte, et en fait, on est fatigué dès l'entrée à l'adulte, et on se dit, mais en fait, j'ai déjà vécu ça, j'ai pas envie de le revivre, parce que je sais que je vais finir par le revivre, tous ces problèmes-là. La santé, elle se dégrade forcément, la santé de ses proches, enfin, il y a des choses qui arrivent et qui sont redondantes. En fait, j'ai déjà vécu toute une vie en l'espace de, je sais pas moi, 20 ans, c'est bon. Et c'est quelque chose qu'on récupérera jamais. Il faudrait des témoignages. Ça donne de l'espoir. Des fois, on se dit, on aimerait bien devenir des enfants de 4 ans et faire on n'entend rien, on ne voit rien. Bon, après tout le monde, ça. Quand on est confronté à des problèmes de la vie, quels qu'ils soient, on a envie de se dire, non, je ne vois rien, je n'entends rien, je m'enfuis vite et loin. Nous avons identifié 3 idées phares dans les témoignages d'Ambrosia, Laura et Adèle. La création de plateformes en ligne et des actions de sensibilisation avec des influenceurs sur les réseaux, la création de baromètres de violence envers soi, la création de cellules d'écoute informelles dans les lieux publics, écoles, hôpitaux, centres socioculturels, MJC, et la formation de leurs acteurs de terrain, qu'ils puissent orienter les jeunes qui en auraient besoin. La prochaine étape sera le déploiement d'ateliers de sensibilisation avec le questionnaire « Êtes-vous un aidant ?», né d'une collaboration entre l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble, et la Massif. Conclusion de cette expérience de terrain : sans consulter les premiers concernés, nous n'aurons pas les bonnes réponses. Le terrain est indispensable.